Nous allons clore cette matinée avec un dernier intervenant de choix. Il est cofondateur de l'Institut Iliade. Je vous demande d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Un peu dans le prolongement des interventions précédentes, la mienne commence par citer Karl Marx, une formule très connue, les chômeurs sont l'armée de réserve du capital. En l'occurrence, Marx s'inscrit dans cette déclaration strictement au sein des économistes classiques du XVIIIe et du XIXe siècle, la logique du marché telle qu'elle a pu être décrite par Ricardo et Adam Smith. S'il y a une masse abondante de travail disponible grâce au chômage, alors cette masse de travail abondante peut être moins payée. C'est tout à fait simple comme loi. Ça a été appliqué très pratiquement dans la France des années Pompidou, de 1968-69 à 1973, il y a eu une importation massive d'immigration de travail à hauteur de 200 000 personnes par an. Et c'était vécu de manière très cynique, comme une manière de tenir les salaires. Et donc, il y a eu une politique d'État massive de 69 à 73 dans ce sens. Le bâtiment et les travaux publics se sont illustrés dans ce domaine, de même que l'industrie automobile. L'industrie automobile, d'ailleurs, ça lui a moyennement réussi. Il y a eu une importation massive de main-d'œuvre immigrée dans les usines automobiles de l'Ouest parisien, à Flins, à Poissy. Ça lui a moyennement réussi parce que ça a retardé la modernisation et qu'ensuite il y a eu les délocalisations. Et aujourd'hui, on voit, 50 ans plus tard, il y a dans cette zone des Yvelines, et Quevilly, Flins, Aubergenville, Poissy, il n'y a plus de travail dans l'industrie automobile, mais il reste des poches de chômage et des poches de délinquance à la deuxième ou troisième génération. Les leçons, manifestement, ne servent pas, puisqu'on retrouve la même loi invoquée par Marx, mais cette fois par Karl, Thierry Marx. Thierry Marx, vous l'entendez souvent dans les médias, c'est un cuisinier médiatique. C'est un cuisinier médiatique qui passe plus de temps derrière les micros que derrière les fourneaux. Et il est le président d'un puissant lobby immigrationniste qui s'appelle l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Et il milite activement pour l'immigration de travail, la régularisation des clandestins. Il milite activement pour cela, avec un objectif qui est toujours le même, un intérêt économique immédiat, et je dirais un double intérêt économique immédiat pour l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie, payer moins cher les emplois, avoir des emplois plus disponibles, pouvoir être plus exigeant en termes d'horaire ou en conditions de travail d'un côté, et de l'autre, avoir des marchés pour l'industrie hôtelière, parce que l'industrie hôtelière se développe aujourd'hui avec les hôtels qui sont construits pour
loger les clandestins et qui rapporte à la fois en termes de construction et en termes de location. Donc, l'industrie hôtelière est aujourd'hui un puissant lobby immigrationniste. Je trouve assez plaisant que son président s'appelle lui aussi Marx, car on a évidemment la même logique. Alors, on retrouve derrière cela une certaine forme d'intérêt économique, de cupidité de la part des entreprises, mais pas seulement. Et je crois que derrière ce phénomène, il n'y a pas seulement à dénoncer ou à constater la cupidité des entreprises, mais aussi à constater la cupidité et la paresse des consommateurs. Car, effectivement, on va vous dire, mais oui, mais si nous n'avons pas une main-d'œuvre bon marché, nous allons devoir faire payer plus cher le consommateur. C'est vrai. C'est vrai. On retrouve d'ailleurs dans ce débat un débat très ancien entre une société fondée sur les consommateurs plutôt que sur les producteurs. Et on va dire, si on n'a pas cette main-d'œuvre bon marché, il va falloir faire payer plus cher le produit. Eh bien oui, il faut faire payer plus cher les produits si c'est nécessaire. Et je trouve que pour tout cela, on retrouve à la fois la cupidité, mais aussi la paresse des consommateurs. Car beaucoup de ces activités, qui peuvent être des activités d'entretien de la maison, qui peuvent être des activités de garde d'enfants, qui peuvent être des activités de préparation des repas, qui peuvent être des activités de livraison. Pourquoi les consommateurs ne les font pas ? Eh bien, très souvent par paresse, parce que c'est plus facile de se faire livrer, de se faire préparer un repas, même de faire garder les enfants ou de faire le ménage. Et donc, il y a un mélange derrière ce phénomène de paresse et de cupidité. Paresse parce qu'on ne veut pas faire les travaux concernés, et cupidité parce que, en plus, on ne veut pas payer le juste prix pour des métiers qui sont exigeants, qui sont fatigants et qui doivent être correctement payés. Alors, je dirais, pour tracer quelques pistes, que ce qu'on appelle l'immigration de travail, qui sert un peu dans la petite musique qu'on entend aujourd'hui comme justification de l'immigration tout court, c'est une triple erreur. D'abord, c'est une erreur pour le présent, c'est une erreur pour l'avenir immédiat et c'est une erreur pour le futur de la société occidentale, la société européenne. D'abord pour le présent. Alors, c'est une erreur de croire, c'est le discours officiel, que l'immigration réglerait la question des métiers en tension. C'est tout à fait faux. L'immigration ne règle pas le problème des métiers en tension, elle crée le problème. C'est parce qu'il y a une immigration facile et abondante qu'il y a des métiers en tension pour la main-d'œuvre française ou même tout simplement la main-d'œuvre résidente, puisque ça abaisse considérablement les conditions de revenus et les conditions de travail, et que dans une société d'État-providence, ça devient inintéressant de travailler. Mais ce qui crée le métier en tension, c'est précisément l'immigration de base. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si vous allez dans la France périphérique, que vous allez dans la Creuse, que vous allez dans la Nièvre, que vous allez dans des dizaines de départements français, vous trouverez de la main-d'œuvre française pour entretenir les routes, accueillir les clients et nettoyer les hôtels et apporter le service de restauration. Et donc,
là où il n'y a pas d'immigration, en tout cas importante, il n'y a pas de problème de métier en tension. Rassurez-vous, on va créer les problèmes de métier en tension dans ces régions périphériques, précisément en disséminant, répartissant les populations immigrées, comme c'est la politique des gouvernements successifs depuis un certain nombre d'années. Et donc, la manière de régler la question des métiers en tension, c'est simplement de revaloriser les conditions de travail et les conditions de revenus de ces métiers en tension. Et pour cela, il faut évidemment éviter cette forme de drogue qu'est l'immigration sous ses différentes formes. Si on se projette un petit peu vers l'avenir, c'est aussi une erreur de faire appel à cette main-d'œuvre. On l'a vu d'ailleurs, historiquement, on a vu à quel point c'était une erreur de faire venir une main-d'œuvre facile et bon marché dans les années 69-74. Ça a desservi l'économie française et ça continue de poser des problèmes. Eh bien, pour l'avenir proche, c'est la question aussi qu'on doit se poser. On a vu au cours de cette journée l'arrivée quand même, le changement du travail ou des perspectives du travail par l'arrivée des robots, le développement de l'intelligence artificielle qui va modifier une bonne partie des tâches intellectuelles et organisationnelles, et même aussi l'arrivée de robots androïdes qui va aussi modifier la perspective de travail matériel ou l'arrivée de véhicules automatiques qui va modifier un certain nombre de données. Pourquoi donc faire venir aujourd'hui des gens pour effectuer des travaux qui vont être remplacés d'ici 5 ou 10 ans? C'est ne pas prendre en compte l'évolution des choses que de continuer à faire venir des gens d'ailleurs pour des métiers qui seront remplacés. C'est un double grand remplacement. Ils nous grand remplacent, mais ils seront eux-mêmes grand remplacés. Et donc, il faut se placer dans une perspective d'avenir. On pose d'ailleurs la question, c'était le débat sur le revenu universel, comment on va occuper les gens. Si on a un problème pour occuper les gens dans 5, 10 ans ou 15 ans, peut-être est-il inutile de faire venir des gens supplémentaires. Et puis, il faut garder un certain nombre d'emplois. Il y a un certain nombre d'emplois qui seront gardés, mais qui ne correspondent pas forcément aux emplois que peuvent occuper les gens que nous faisons venir. Quels sont les emplois qui vont demeurer? Ce sera sans doute parmi les sujets abordés dans l'après-midi. Certainement les emplois hautement qualifiés, certainement des emplois manuels qualifiés, les emplois de contact homme-machine et les emplois de contact entre les hommes, entre eux. Eh bien, tout cela, c'est ce qui doit demeurer l'apanage de la main-d'œuvre française, l'apanage de la main-d'œuvre européenne, ne serait-ce que parce que dans les relations interpersonnelles, c'est toujours plus facile avec les gens qui partagent la même culture que vous qu'avec les gens qui ont une autre culture que la vôtre. Enfin, si on s'inscrit dans une perspective à plus long terme, là je m'inscris aussi dans le prolongement de l'exposé de Kaiser, indépendamment de l'intérêt économique, à supposer qu'il y ait un intérêt économique à faire venir une immigration de travail, il faut voir qu'à long terme, c'est un bouleversement considérable. Parce que l'immigration de travail, elle ouvre le droit à une immigration beaucoup plus large, et notamment en l'état actuel de notre droit, sur lequel il faudra sans doute revenir, à l'immigration de travail. Quand j'ai parlé des 200 000
travailleurs étrangers qui rentraient tous les ans de 68 à 73-74. C'est le départ de l'explosion de l'immigration, puisqu'ils ont été suivis par le regroupement familial, et le regroupement familial aboutit à ce qui est de fait, en tout cas dans certains quartiers, une colonisation de peuplement et un changement de peuple. Et donc, à supposer que l'immigration de travail serait économiquement fondée, ce que je ne crois pas, ce serait de toute façon une erreur en termes de société et en termes de civilisation. Par conséquent, il faut renoncer à cette forme d'immigration comme aux autres et se projeter dans l'avenir, dans un avenir où l'emploi va profondément se transformer et où faire venir aujourd'hui, pour des raisons immédiates de facilité et d'un certain point de vue d'exploitation de la force de travail, ce n'est pas supportable. Il faut changer la donne et refuser toute forme d'immigration, y compris de travail. Jean-Yves Le Gallou. Merci Jean-Yves.